côté de ces trois grosses encyclopédies, tu as produit ce qui était pendant finalement trois anthologies qui correspondaient au thème que tu avais choisi, à savoir les lutins, les elfes et les fées. Et puis ensuite, tu parlais là justement des cours d'éducation civique. Toi, tu as imaginé des cours d'éducation elfique, oui, voilà. De psychologie, je ne sais pas comment il faut dire. Oui, c'est des psychologies. Tu pourrais parler un petit peu de cette tentative pour rénover l'éducation de nos jeunes têtes blondes. Ben, c'est-à-dire que j'ai eu envie de... Comme je manquais de livres et que, en fait, quand j'étais petit, j'étais fasciné par les livres de lecture de ma sœur. J'ai toujours été fasciné. Je fais collection de livres de lecture, de vieux livres de lecture, où il y avait des dessins de Ray Lambert, il y en avait un, Calvo a fait quelques dessins aussi. Il y en avait beaucoup d'illustrateurs, Sequin, et avec ses frises en bas, c'était avec des exercices et tout. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal pour les enfants de faire un livre d'initiation à l'elficologie, avec des exercices, avec l'histoire des lutins, avec l'histoire des fées, à quoi ils correspondent, comme un livre un livre d'école, un livre scolaire, quoi. Et c'est assez amusant parce que quand j'ai dit je suis elficologue, c'était une boutade. C'est Pivot, je crois, qui m'avait dit mais qu'est-ce que vous faites vraiment? Et c'est vrai que de dire je cours dans les bois après des nymphes, ça pourrait prêter à confusion. Je parle d'ailleurs dans les encyclopédies des faunes, et tu commentes en disant qu'ils avaient des mœurs très libres. Très. Et donc, en fait, courir toutes ces petites verdelettes, aussi ces petites vendoiselles, je soulevais des fougères et des rossolis à pied tendre et des gnafalnas pour trouver donc, des pipis-vent-vent et les sauter, ce qu'ils sauteraient, et tous ces petits personnages. Ça n'était pas sérieux. Donc j'ai dit, je suis elficologue, parce que le log, ça pose son bonhomme. Et le lendemain, un autre journaliste m'a interviewé, il ne me connaissait pas vraiment, mais il avait entendu elficologue. Et vous êtes elficologue? Ah oui, je suis elficologue. Et j'ai commencé à recevoir des courriers de jeunes me disant, voilà, je veux devenir elficologue. Quelles études je dois faire pour devenir elficologue? Mais c'est parce que c'est vrai, on n'a pas de chair de mythologie, donc moi évidemment, c'est un petit peu, je m'amuse aussi, quoi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, les gens les intéressent, parce qu'ils ont trouvé un écho, surtout dans nos périodes un petit peu difficiles, où l'enfant n'a plus de héros. Par exemple, nous on avait la chance d'avoir de vrais héros, de véritables héros. Romain des Bois, c'était une référence. Scaramouche est une référence, D'Artagnan c'est une référence, quoique avec Madame Bonacieux, enfin soit. Mais on avait vraiment on avait des héros. Maintenant ce sont des anti-héros. Il n'y a pas ils ont Scarface. Ça m'effraie quand j'entends Debbouze qui passe pour un héros aux yeux des gamins dit mon héros favori, et je connais les répliques par cœur, c'est Scarface. On frémit. Je ne sais pas si vous avez vu le Scarface, parce qu'il y a celui avec Paul Muni. Ça allait parce qu'il montrait vraiment un personnage odieux, affreux. Mais là, on en a fait un héros qui mitraille, on trouve ça formidable. Il sniffe comme ça. Oh, c'est formidable. C'est terrible. Comment voulez-vous que les enfants aient de belles références avec on est loin du mythe arthurien, on est loin de Romain des Bois. On est loin de Merlin Chanteur et et justement le fait d'en venir au conte, ça pourrait ouvrir. Moi, je sais bien quand je raconte des histoires. Là encore, je reviens à une expérience que j'ai eue très marrant. Il y a eu un petit arabe comme ça qui était très marrant. Et je trouvais qu'il avait quelque chose. Il parlait plus haut que les autres, etc. Moi, je lui ai dit tiens, tu vas faire Perceval, toi. Et je vais dans un supermarché un jour et je vois le gars qui dit « Monsieur, ah, je me dis mince, Perceval !» Et et il me dit « Ma maman, elle est là-bas, elle est avec ma soeur. Viens. » Alors donc il m'entraîne et elle me voit arriver avec le gamin, elle me dit « Il n'a rien fait !» Alors je dis « Mais si, c'est Perceval. »
Mais l'enfant, si on lui raconte à nouveau ces histoires-là, c'est très important. Donc d'où ce livre de lecture d'école delphicologie que j'ai voulu faire. Et il y en a qui ont il y a des instits et aussi des parents qui ont travaillé avec et on m'a donné j'ai corrigé des devoirs d'apprenti elphicologue. C'est très bien. Alors ça, c'est la part très lumineuse. Par contre, il y a la part d'ombre que tu aimes bien, moi aussi, parce que Jean-Pierre ne le dit pas, mais lui, il est écrit sur les fantômes. Oui, mais alors, je vais revenir à ton art du détournement, puisque tu as détourné les manuels scolaires, tu t'es amusé aussi à détourner les contes. Alors, au travers de deux recueils que je vous conseille vivement, à savoir les contes de crime et les Nursery Rhymes, les comptines assassines, où alors tu reprends les personnages que tu évoquais tout à l'heure, à savoir Blanche-Neige et Cendrillon et Barbe Bleue et tout le, comment je dirais, tout le panthéon des contes, et tu les réécris à ta façon en leur donnant une dimension qu'on pourrait dire policière ou fantastique, mais fantastique au sens que l'on emploie assez souvent entre nous, à savoir un fantastique un peu hérité, oui, de la tradition anglaise. Je pense qu'il y a les deux chez toi. Il y a à la fois une tradition rustique au travers de Seignol et des folkloristes, et aussi une tradition anglo-saxonne au travers peut-être de Jean Ray, qui lui était fasciné aussi par l'Angleterre et décrit une Flandre qui est une Flandre anglaise ou une Angleterre flamande. Une grande partie de ces personnages, dont Harry Dixon d'ailleurs, une grande partie de ces personnages sont anglais, et toi aussi tu es continuateur de cette veine, et d'une certaine manière dans tes contes de crime et dans tes Nursery Rhymes, dans tes comptines assassines, tu as mêlé d'une certaine manière le folklore traditionnel et, pourrait-on dire, la veine gothique, mystérieuse, victorienne. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette tentative, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès, puisque tes livres ont l'honneur maintenant d'être édités en folio, ce qui prouve qu'ils ont trouvé un grand lectorat. Ça c'est gentil. Non, là je me suis fait plaisir. Disons que c'est vrai que j'ai travaillé des années sur les encyclopédies. C'est vrai qu'à la fin on a travaillé une grosse tête, on est un peu fatigué. Levé 9h jusqu'à midi, 2h à 7h, le journal est fait, les lutins, puis parce que il fallait que je lise aussi tout ce que les autres avaient écrit dans les autres pays, en Angleterre, en Russie, le Vodionoï. Je voulais vraiment faire trouver toute cette faune fantastique, enfin du merveilleux d'un peu partout, quoi, et faire des comparaisons avec les nôtres. On a comment ça. Et donc, malgré tout, j'adore le fantastique gothique. Hein, Sheridan Le Fanu, on aime les mêmes auteurs. Sheridan Le Fanu, tous ces Anglais, alors c'est amusant parce que tous ces auteurs anglais, c'est comme ce qui m'intéresse, que j'aime beaucoup dans le folklore, c'est que c'était en général des fils de pasteurs ou plus ou pasteurs eux-mêmes quelquefois qui prenaient ce travail très au sérieux. Par exemple, le premier à avoir écrit sur les faits, là, en Angleterre, c'était en Écosse d'ailleurs, c'est le révérend Kirk. Il avait traduit la Bible en gaélique, donc c'était quelqu'un de sérieux. Et à côté de ça, il voyait quand même des Dawanshi, ces dernières, des petits elfes écossais comme ça, courir sur les montagnes de Balquidder, où Rob Roy d'ailleurs jouait les Robins des Bois tout en haut, et il y croyait dur comme fer. Mais il mettait un sérieux extraordinaire. Et ce que j'aime aussi dans le fantastique, le vrai fantastique pour moi, donc quand il n'est pas fabriqué. Maintenant je trouve qu'on fabrique un peu trop le fantastique. Là c'était des gens qui y croyaient. Par exemple, Montague Rhodes James était professeur, même principal de Cambridge. C'était quelqu'un qui était... Enfin, on peut dire que, je fais une petite parenthèse, que dans le fantastique il y a deux types d'auteurs, à mon sens. Il y a ceux qui croient,
et ceux qui n'y croient pas. Si on prend par exemple Lovecraft, c'est du fantastique matérialiste. Lovecraft était absolument athée, était positiviste, scientiste, et puis à côté de ça, il y a tous ces auteurs qui, comment je dirais, grenouillaient dans des sociétés initiatiques comme la Golden Dawn, l'Aube dorée, ou qui faisaient partie de sociétés d'études psychiques, et qui croyaient réellement aux fantômes, etc. Par exemple. Donc, en fait, il y aurait deux types de littérateurs fantastiques, même si on admet qu'à certains moments ils se rejoignent, parce que le temps de l'écriture, ils y croient. Ceux qui croient après et ceux qui n'y croient plus, mais il y a toujours un moment de grâce, un moment où finalement l'imaginaire est le plus fort, mais n'empêche qu'il y en a qui descendent du train, puis d'autres qui continuent dans le même wagon, si je puis dire. Oui, c'est ça, mais tu viens de trouver le mot qui est juste là, il y a une réflexion qui est vraie, c'est que quand on écrit, quand on est en train de raconter ces histoires, à un moment donné, on y croit. C'est obligatoire, si on n'y croit pas sur le moment, la magie ne marche pas. C'est une véritable alchimie, il faut trouver les mots justes aussi, pour que ça passe, et même pour soi-même, on veut se faire aussi frissonner, on veut douter. Et là, le fantastique que j'écris est aussi un petit peu un hommage à tous ces auteurs comme Montague James, comme Conan Doyle. J'aime beaucoup, donc c'est une récréation très agréable de pouvoir m'amuser à prendre ces auteurs. Et lorsque j'écris, en général, entre les lignes, pour ceux qui connaissent bien cette littérature, ils verront très bien les références. Tous les clins d'œil que je fais à tous les amateurs de fantastique gothique. Bon, évidemment, c'est pas toujours repérable, mais je m'amuse, je tricote, je brode, je me fais plaisir. Et ce qui donne, je pense aussi un peu d'authenticité à ce que j'essaie d'écrire, c'est que je déteste l'écriture blanche, par exemple. J'ai besoin d'employer des mots qui peuvent agacer, quelquefois dire c'est un peu précieux, mais pour moi les mots désuets servent à ce genre de littérature, parce que c'est autant de mots magiques. Alors, je reviens au verbe, aux mots. Pour moi les mots, surtout quand ils sont un peu inusités, comme ça, qu'on les a oubliés dans le dictionnaire, dans le livret, un peu partout, même quelquesuffis des tournures patoisantes, il y a des mots patoisants que je trouve très très beaux, je vais les rechercher. Pour moi ces mots-là, c'est comme des lampes d'Aladin. Il suffit de les polir un petit peu, de les frotter, de les sortir un peu, enlever la poussière, et aussitôt il y a l'esprit du mot qui réapparaît, avec toute sa force qu'on a mis dans ce mot. Si ce mot-là existe, il a une raison. Il décrit quelque chose, son essence même vient de quelque chose. Et donc réemployer ces mots-là et les mettre l'un derrière l'autre amène des images. J'aime bien les images rêveuses. Il y a les images rêveuses, mais il y a les mots aussi qui sont des mots imagés, des mots d'image. Et j'aime bien les enfiler les uns derrière les autres pour raconter, pour broder ces trucs. Et ça donne, pour moi, ça donne une espèce de magie. Ça donne une espèce de magie. Alors évidemment, avec toujours plein de petits clins d'œil. Bon, j'en ai plein, mais je sais pas, mais c'est un peu compliqué, ça va être tordu, mais enfin, par exemple, Sherlock Holmes va dans un pub, et là, il y a un soldat qui est habillé en rouge, et il y a un bouquet de fleurs, et je dis que cette fois-ci, c'est lui qui se trompe. Et en fait, c'est une référence à Thomas Hardy, à Loin de la foule déchaînée, où en fait un soldat veut se marier, et c'est la jeune fille qui se trompe, et ça va être épouvantable. Donc il y a un tas de petits détails comme ça, qui ne font que plaisir, mais ça, pour moi, ça ajoute une couleur à ces histoires, quoi, si tu veux. Ça fait du bien de se faire plaisir de temps en temps. Non, mais ce qu'il faut dire,